Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Le ministre du Cadre de Vie sur les 9 chantiers de construction de marché moderne à Cotonou, il est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Dans le cadre des 60 ans d'indépendance du Bénin, suivez dans ce journal les mutations qui ont marqué le secteur de l'éducation et le parcours de l'école béninoise de 1960 à nos jours. Et puis en France, les femmes se mobilisent pour accéder à de hautes fonctions qui leur sont interdites au sein de l'Église catholique. C'est un des sujets que vous allez suivre en interactualité. Voilà pour le sommaire, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est au pas de charge que le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable a visité le 9 chantiers du marché des marchés de construction moderne à Cotonou. Didier Tonato est allé s'imprégner des difficultés de l'entreprise en charge des travaux. En règle générale, il est plutôt satisfait. Regardez. Sur les 9 chantiers de Cotonou, les ouvriers s'affairent. Dans le délai contractuel, environ 2 mois de perdu en raison du coronavirus et les dernières pluies. Ici, à PK3 comme ailleurs, l'entreprise a dû installer des machines spécifiques pour évacuer l'eau qui dit encore sa loi sur certains chantiers. C'est vrai que les conditions sanitaires actuelles ne favorisent pas beaucoup l'activité de terrain, mais il était nécessaire à cette étape-ci d'aller voir ce qui se passe. Les sites ont présenté des difficultés diverses. La grosse difficulté a été les purges. Tous les sites sont des sites en très mauvais état où il a fallu purger parfois sur des profondeurs de près de 2,5 mètres afin de pouvoir fonder sérieusement le marché. L'entreprise fait montre de sa capacité à faire face à ces difficultés-là. Nous avons vu une bonne programmation et nous souhaitons que ce rythme soit maintenu afin que dans 1 mois, nous avons pris l'engagement d'être ensemble, au moins à 30%. D'un marché à un autre, les difficultés varient selon la situation géographique du site et confirment le point hebdomadaire fait au ministre. Il discute avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, s'assure des mesures prises pour résorber le retard accusé et propose des orientations. Si tout se passe bien, normalement, à fin avril 2021, nous aurons les 9 marchés de Cotonou livrés. De façon globale, nous avons à peu près 2 mois de retard sur notre calendrier. C'est réel. Mais les prémices que j'ai vues sur le terrain, les dispositions qui ont été prises par l'entreprise ITB et le rythme que j'ai observé, aujourd'hui nous sommes globalement autour de 12% d'avancement. Ce rythme-là me rassure. Et nous avons pris date pour que le retard soit résorbé afin que, à la date qu'il faut, les chantiers soient livrés. La construction de ces marchés activés depuis fin janvier 2020 a une durée de 15 mois. Dans cette salle, une vue globale du niveau d'exécution des travaux en projection. Mais le ministre veut avoir des résultats pour combler l'attente des usagers de ces marchés. D'ailleurs, à chaque étape de la visite, il s'arrête afin de s'enquérir des conditions d'exercice des marchands sur les sites de relogement
et pour recevoir aussi leurs éventuelles doléances. Nous avons fait le tour de tous les sites de relogement pour nous rendre compte des conditions dans lesquelles les femmes sont réinstallées provisoirement. Elles sont satisfaites. Elles sont confortablement installées. Nous avons des sites même qui sont mieux installés que les marchés initiaux d'où on les a déplacés. Cela dit, nous voulons les réinstaller de façon durable dans de meilleures conditions. Le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux est initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Ce programme concerne 35 lieux d'échanges commerciaux. La première phase déjà en exécution prend en compte 20 marchés dans tout le Bénin. Le marché de Hinvi, par contre, est totalement construit et même mis en service, fruit de la coopération entre le Bénin et le Japon. Ce marché va permettre aux femmes de commercialiser leurs produits dans de meilleures conditions. Regardez. Cérémonie importante et symbolique. L'inauguration du marché de Hinvi dans la commune d'Alada, fruit de la coopération entre le Bénin et le Japon. Le conseil communal d'Alada exprime toute sa satisfaction. C'est le lieu de saluer l'Empire du Soleil levant pour ce don qui participe du développement de l'économie locale et qui sera dorénavant, je l'espère, inscrit en lettres d'or dans les réalisations du Japon au Bénin. Mise en service officielle de cette infrastructure marchande est le préfet de l'Atlantique rassure de la bonne gestion du marché. Je ne puis qu'adresser instamment mes propres recommandations allant dans le sens d'une certaine sectorisation du marché, c'est-à-dire regrouper les vendeurs en fonction de leurs marchandises afin de les contenir coûte que coûte dans l'enceinte, toute chose constituant à mon humble avis un gage de discipline et de sécurité pour les uns et les autres. La coopération bénino-japonaise s'intensifie ainsi et s'inscrit dans des actions de développement durable. Ce marché a été construit par les fonds de contrepartie issus de l'assistance alimentaire du Japon et constitue l'un des symboles palpables de la coopération nippo-béninoise qui s'intensifie de jour en jour grâce à la collaboration du gouvernement du Bénin. Très concrètement, le Japon se réjouit de voir finalement ce marché contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population. La construction des marchés reste un volet important dans le programme d'action du gouvernement. C'est par un financement du gouvernement du Japon, notamment par le programme que nous appelons KR1, que cette infrastructure est aujourd'hui possible. Cette infrastructure est en effet le fruit de ce partenariat particulier entre le Japon et le Bénin. Mesdames et messieurs, je suis donc honoré d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement officiel et à la mise en service de ce marché. Les travaux sont achevés depuis 2005 et vous pouvez comprendre notre satisfaction à être ici aujourd'hui. L'activité économique à la base vient ainsi d'être renforcée dans la commune d'Alada. Le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques au Bénin a été adopté à l'Assemblée nationale. C'était l'un des 12 points inscrits à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire de l'institution. Guillaume Avienou. La 3e session extraordinaire du Parlement au titre de 2020 a démarré ce lundi avec l'adoption à l'unanimité de la loi portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. Il s'agit d'un projet de loi qui fusionne et corrige les insuffisances et rigidités identifiées dans 3 anciens textes jusque-là en vigueur. La loi du 26 avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques, de la loi du 6 août 1992 portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, et enfin de la loi du 20 juillet portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique en République du Bénin. En 1997, la décision communautaire a suggéré qu'il y ait uniformité pour que toutes les sociétés d'État, toutes les entreprises publiques soient gérées sous le même statut, sous le même régime
que les entreprises privées. C'est la volonté du gouvernement à faire transposer certaines dispositions communautaires dans notre loi nationale qui l'a amené à soumettre ce projet de loi. Le texte proposé par le gouvernement, un document de 10 chapitres répartis en 80 articles, va permettre aux entreprises publiques du pays de prendre les formes d'établissements publics à caractère administratif, encore appelés offices, agences ou sociétés d'État détenues à 100% par l'État ou de sociétés à participation publique majoritaire. Selon le rapport de la Commission du plan de l'équipement et de la production présenté en plénière, le nouveau texte comporte plusieurs innovations, entre autres l'utilisation des règles de gestion privée dans les établissements publics à caractère administratif précédemment soumises exclusivement aux règles de comptabilité publique, l'élimination de la pratique de la nomination d'agents comptables publics concomitamment au recrutement de directeurs administratifs et financiers dans les agences ou offices d'État, la clarification et la rationalisation de la composition des conseils d'administration afin de garantir une meilleure efficacité et la nomination des directeurs généraux des offices, agences ou sociétés d'État se fera toujours en Conseil des ministres sur proposition des conseils d'administration, mais assorti désormais de la signature de contrats basés sur l'atteinte des objectifs prédéfinis. Ainsi donc, le renouvellement du mandat d'un directeur général va être en fonction de ses performances. Enfin, la loi définit les modalités pour la simplification des opérations de dénationalisation ou de privatisation. Le gouvernement, en initiant ce projet de loi, a voulu mettre un terme au parcours erratique des entreprises publiques. Ce n'est pas la peine de le rappeler, et tout ce qui s'est passé avant 90 et depuis 90. Il faut avoir une claire vision qui coïncide ou qui s'harmonise avec celle de libéralisme économique qui est l'option faite par les représentants à la conférence nationale. Nous avons décidé depuis 1990 de mettre en place un régime libéral, mais à visage humain. Avec cette loi, ces porteurs espèrent en venir à bout de la malgouvernance qui a jusque-là caractérisé le grand nombre des entreprises publiques du pays. Nous vous proposons à présent les explications d'un spécialiste de la gestion publique et d'un analyste politique sur la pertinence de cette nouvelle loi. Ils sont au micro de Guillaume Avienne. Que ce soit de l'initiative de l'exécutif ou de l'initiative législative, cette loi votée est venue à point nommé. À point nommé parce que depuis 1960, nous sommes partis d'une vingtaine d'entreprises publiques qui sont tous allés en faillite. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste qu'une, deux ou plus trois. Mais pourtant, ces entreprises avaient le monopole. Et quand on dit une entreprise avait le monopole, ça veut dire qu'elle a tous les moyens d'action pour s'en sortir. Et la problématique fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait que ces entreprises, malgré les moyens, entre autres, qu'elles ont, n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, au même moment, on voit que les entreprises privées s'en sortent. C'est le même environnement. Et donc, c'est là-dessus que les députés se sont penchés du moins, et ont cru devoir, à juste titre, voter une loi qui vise fondamentalement à intégrer dans l'administration ou bien dans les entreprises publiques les principes de gestion de l'entreprise privée. C'est ce que nous, en sciences, en recherche, on appelait globalement le NPM, le New Management Public. La chose publique n'est pas à l'antipode de la performance. Il faut qu'on se le dise, il faut que tout le monde le comprenne. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise publique ou l'administration publique qu'elle ne doit pas être soumise à une obligation de résultat. Et donc, ce que les députés ont fait, c'est d'amener les gestionnaires publics qui ne sont qu'en mission,
qui ne sont qu'en mission à avoir l'obligation de produire des résultats. Et on est en train de revenir à quelque chose progressivement, et c'est peut-être ça qui va réellement donner un essor favorable à nos entreprises publiques. La particularité de ces entreprises-là, c'est que, nous avons dit tout à l'heure, on est en train de rentrer dans le new management public. Le denier public, la dépense des deniers publics doit relever d'une seule autorité, c'est le ministère des Finances. Et donc c'est normal que l'argent qui doit être à l'opérationnel dans la gestion de ces choses-là puisse relever de ce statut-là. Quoique il est directement lié d'abord à la direction générale des entreprises publiques, il faut qu'il se sache aussi lié au principe de gestion des deniers publics. Il faut réussir à faire savoir aussi au conseil d'administration qu'il constitue l'organe de protection et de la sauvegarde des intérêts du propriétaire. Du propriétaire qu'est l'État. 60 ans. On est rentré dans l'âge de la sagesse qui nous demande de commencer par réfléchir à qu'est-ce que je suis en train de laisser à la postérité. Ça fait un moment que la plupart des citoyens béninois, y compris les acteurs politiques, décriaient le fonctionnement de nos entreprises publiques et sociétés d'État. Et il fallait aller à une réforme pour dépolitiser un peu l'administration dans le but de la rendre plus efficace. Donc cette loi est une loi révolutionnaire qui vient en fait changer le fonctionnement de nos entreprises et sociétés d'État. Le souci, c'est faire en sorte qu'on puisse réaliser l'efficacité et de bonnes performances. Donc le souci de bonne gouvernance, les directeurs administratifs et financiers ne seront plus nommés simplement pour recruter. Ils seront recrutés en fonction de la loi et en fonction des règles qui régissent évidemment l'encadrement et le recrutement des agents de la chaîne des dépenses publiques. Vous savez, ça fait un moment que le président Talon est en train de conduire des réformes courageuses dans ce secteur pour que nous puissions obtenir des agents qualifiés pour un travail efficient afin que nous puissions atteindre les objectifs d'efficacité et de performance. Il faut saluer les efforts courageux qui sont réalisés par le gouvernement et surtout le travail immense qu'accomplissent les députés au Parlement. Il faut avouer qu'il y a un travail sérieux qui se fait et qui va dans le sens de l'émergence du pays. Il faut aussi noter que nos entreprises publiques désormais seront mieux gérées parce que le souci des Béninois, c'est faire en sorte que la politique ne prime pas sur la promotion des cadres. Il faut que tout le monde puisse participer à la gestion de la chose publique. Et que vous soyez pauvre ou riche, que vos compétences soient célébrées et saluées. Qu'on quitte évidemment la médiocratie pour aller vers la méritocratie. Si quelqu'un mérite, il faut bien qu'on lui donne la chance de venir donner la preuve de ses capacités à la tête des institutions pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de développement souhaités. Le Bénin doit changer de cap et leur a sonné. Voilà, le Bénin célèbre cette année 60 ans d'indépendance. Pour marquer l'événement, la rédaction vous propose un bilan dans le secteur de l'éducation. Il faut le dire, des avancées significatives font la particularité du système éducatif béninois. On suit. Après les soleils des indépendances, pour paraphraser Amadou Kourouma, on pourrait penser que le colon est parti avec tout ce qu'il nous a laissé comme héritage. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Si bien que depuis les indépendances jusqu'à nos jours, on peut comptabiliser 3 réformes majeures. À partir des indépendances jusqu'aux années 70, notre pays était taxé d'enfants malades de l'Afrique au regard des nombreux coups d'État. Le colon en a profité pour mieux asseoir l'administration coloniale à travers le système éducatif. Cette réforme a contribué à la démocratisation de l'enseignement. On rapprochait l'administration des administrés. Il y a eu une multitude d'écoles, d'établissements scolaires nés à cette époque-là. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la ruralisation de l'enseignement. Et il y avait les collèges modernes d'agriculture. Et dans les zones rurales, on faisait l'effort d'associer l'agriculture à l'enseignement. Alors, après cela,
Il y a eu la révolution marxiste qui est née avec le président Kérékou. Il y a eu ce que, au temps de Kérékou, on a appelé, et plus exactement, le programme national d'édification de l'école nouvelle. On a remarqué en ce moment-là que le souci fondamental était le patriotisme et il fallait tropicaliser, domestiquer le débat pédagogique. Donc, place était faite à nos réalités endogènes. C'était le véritable divorce avec l'enseignement colonial. Et cela a reçu l'assentiment de tout le monde, ça a été apprécié. Et c'est aussi l'époque la plus heureuse du système éducatif parce qu'en ce moment-là, quel que soit le diplôme que vous avez votre job, vous avez votre emploi. C'était aussi l'époque des coopératives scolaires. Et quand on a fini avec l'époque Kérékou, il y a eu alors l'ère démocratique avec le président Nicéphore Soglo. Quand Nicéphore Soglo est arrivé au pouvoir, il y a eu ce qu'on peut appeler une nouvelle réforme, une troisième réforme. Et cette réforme avait essentiellement pour objectif l'ouverture de notre pays sur l'universel. Il était question que nous puissions avoir un savoir qui puisse compétir à travers le monde, que l'on cesse avec ce que je peux appeler la béninoardise et qu'on s'ouvre maintenant, on sorte du cocon national pour affronter le monde au plan intellectuel. Et cette réforme aussi a porté ses fruits. Et jusqu'au moment où Soglo a perdu le pouvoir, Kérékou est revenu. À un moment donné, la première constatation, c'est que le ministère n'était plus homogène. On a commencé à saucissonner. Donc voilà à peu près les grandes réformes qu'on a pu subir. Maintenant, au niveau des programmes d'études, il faut reconnaître que des indépendances jusqu'à l'ère de Nicéphore Soglo, il y avait ce qu'on appelle les programmes d'enseignement. C'était des programmes dont les savoirs notionnels avaient leur caractère universel, mais qui accordaient trop d'importance aux enseignants qui étaient comme les gourous, les manitous du savoir, les seuls détenteurs du savoir. Et quand Soglo est arrivé, on a remarqué qu'on a adopté les programmes d'études qui avaient une démarche pédagogique particulière. Il y a eu ce qu'on appelle l'approche par compétence. Une approche qui met l'enfant au cœur du savoir. L'enfant lui-même bâtit son savoir, construit son savoir. Et l'enseignant devient de ce fait un guide, et un inspirateur, mais il n'est plus prépondérant dans l'acte d'enseignement-apprentissage. Cette approche permet au moins de s'adapter à la quincaillerie digitale, numérique, dont tout le monde est friand aujourd'hui, dans la mesure où cette approche constitue à apprendre à apprendre. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre aux enfants, on leur apprend seulement à apprendre à se débrouiller, on leur donne le goût de la recherche et ils peuvent se débrouiller seuls. Actuellement, le gouvernement de la rupture est venu avec un chef d'État qui, dans son programme d'action, a bien mentionné qu'il faut attendre de lui des réformes. Et ce serait une injure que de ne pas reconnaître qu'il y a aussi des réformes majeures que nous observons de nos jours. Moi, personnellement, ce que j'admire, c'est l'assainissement du corps enseignant. Il y a une sorte de professionnalisation du métier. Et ça fait que de plus en plus, on constitue des bases de données de tous les personnels enseignants. On fait l'effort de sélectionner par de petits tests. On conserve les meilleurs et on a un vivier qui peut servir l'éducation nationale. Autre actualité dans ce 13h, l'agence belge de coopération Enabel apporte son soutien au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Elle a offert un important lot de matériel médical. La remise de kits a eu lieu en présence du ministre de la Santé. On suit le reportage d'Axel Nancy. L'appel du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 a trouvé écho favorable chez les Français et les Belges.
L'agence de coopération Enabel offre un important lot de matériels médicaux composé de monitoring multiparamètres, saturomètres et un lot de 7000 cubes d'oxygène. L'Agence française de développement a lancé dès le 9 avril dernier l'initiative Covid-19 Santé en commun. Forte de cet engagement, 2 milliards de francs CFA ont été mis à disposition du Bénin afin de soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie. Mis en œuvre par l'agence de coopération belge Enabel, ce financement apporte un soutien immédiat au plan de riposte du gouvernement béninois. Cette contribution, Monsieur le Ministre, permet d'appuyer le ministère de la Santé en renforçant les capacités de diagnostic, dépistage de la maladie, via notamment la commande de plus de 23 000 kits de tests PCR qui, nous l'espérons, pourront être livrés très rapidement. De surveillance sanitaire, de prise en charge et de communication et de sensibilisation des populations face à la pandémie. Sur l'esplanade intérieure du ministère de la Santé, Benjamin Rompati, en réceptionnant ce don, a remercié au nom du gouvernement. Le geste de ce jour, votre geste de ce jour vient vraiment à point nommé et la qualité du matériel et des équipements que vous mettez à notre disposition contribueront à renforcer la capacité d'action des structures dédiées à la prise en charge des cas positifs de la COVID-19 et d'assurer une gestion efficace de cette pandémie qui défie tout le système de santé. À titre d'exemple, les équipements de réanimation que vous avez tantôt cités sont indispensables à ce jour, quand nous savons que le nombre de cas graves commence à augmenter et que c'est surtout la détresse respiratoire qui constitue la première manifestation de cette gravité. Ça veut dire que ces équipements sont déjà attendus avant même d'arriver sur les sites. Par ce geste, le ministère de la Santé est ainsi renforcé dans sa politique de lutte contre le coronavirus. La prévention reste donc de mise. Actualité hors du Bénin en France, les femmes se mobilisent pour accéder à de hautes fonctions, à elles interdites au sein de l'Église catholique. C'est une des informations de la compilation de l'actualité internationale. Lénaï Kagwazaou. Au Zimbabwe, le journaliste Hopewell Chinono est allé au tribunal pour une audience. Chinono est accusé d'incitation à la violence publique, mais il dit être persécuté pour avoir dénoncé la corruption. En Afrique du Sud, l'une des figures de la lutte contre l'apartheid, Andrew Mlangeni, célèbre compagnon de route et de captivité de Nelson Mandela, est mort à l'âge de 95 ans. Il était le dernier survivant du procès de Rivonia, procès au cours duquel plusieurs membres éminents de la formation anti-apartheid de l'ANC, dont Nelson Mandela, avaient été condamnés à la prison à vie. Une dizaine de femmes assistent à la messe en hommage à Marie-Madeleine à l'église de la Madeleine à Paris, après avoir symboliquement déposé leur candidature à diverses fonctions qui leur sont interdites dans l'église. Anne Soupa, candidate à l'archevêché de Lyon, dénonce un retard considérable de l'église catholique alors que des femmes imams, rabbins et pasteurs peuvent déjà exercer des responsabilités au sein de leurs institutions. Il faut une réforme profonde de la prêtrise. Ça ne peut pas durer comme ça. Donc nos candidatures manifestes sont une photographie de ce besoin de réforme dans l'Église. Pour moi, c'est une vraie vocation quand j'étais très jeune, effectivement. Et j'avais été très surprise quand à l'époque, le curé de ma paroisse m'avait dit « Mais enfin, Hélène, ce n'est pas possible ». Je lui avais dit « Mais pourquoi ?» Et il m'avait dit « Mais parce que tu es une fille ». Et à ce moment-là, je m'étais dit « Mais c'est quand même extraordinaire et même extravagant ».
Toujours en France, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a affirmé, lors de son audition par la commission des lois du Sénat, n'avoir reçu aucune information sur la situation de son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visé par une accusation de viol et dont la nomination a suscité de vives critiques et continue de mobiliser les féministes dans la rue. Je n'ai à ce stade, voyez-vous, reçu strictement aucune information sur la situation de M. Darmanin. Je sais une chose et vous la partagerez avec moi, c'est qu'il est présumé innocent. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je n'ai, madame, reçu strictement aucune information sur sa situation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.